Get Busy saison 3, épisode 4. Un épisode donc où le russe sera le méchant. Un épisode préparé dans la neige, à couper du bois et à soulever des charrettes, avec celui qui a changé et qui donc nous prouve que tout le monde peut changer. Cher. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Très bien. Et puis pas un invité, mais 2 invités, il y a du budget. 2 invités qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Des fadeurs traumatisés par des allers-retours frénétiques, des feutrines brûlées au 3e degré, des plateaux ayant perdu le sens de l'orientation à force de pitchage répété, des cellules usées plus vite que des mines de critérium. À leur procès, nos invités n'auront qu'une seule ligne de défense. Oui, nous reconnaissons les faits, mais nous avons agi toujours dans le respect de la technique MK2. Scratcher compulsif, lamineur de sillon, encyclopédie du breakbeat, nos 2 invités ont porté le turntablisme au rang de discipline hip-hop à temps complet, totalisant à eux 2 assez de médailles d'IMC pour faire passer celle de Mr. T pour des petits médaillons de baptême. Toujours obsédés par le diamant et le vinyle, et après avoir agi aux côtés de Salia, des New Generation MC ou de Rhapsonic, c'est finalement dans la salle des machines d'alliance ethnique que nos invités connaîtront le succès mainstream, celui des ventes à 6 chiffres, celui des rotations radio, des tournées et des victoires de la musique. Après un album simple et funky et un autre en fat comeback finalement pas si fat que ça en termes de vente, les chemins de nos invités se divisent alors. L'un ouvre le chantier du label Kiff Record, pendant que l'autre garde les mains sur les platines avec le double H-Crew, puis avec Birdie Nam Nam. On aurait pu aménager le décor avec 2 platines géantes, un sur chaque plateau et Cher et moi sur la mixette du milieu. On aurait pu leur faire un générique à la Amicalement Vôtre. Crazy Bee et Faster Jazz sont les invités de Get Busy. Bonjour. Salut. Quelle présentation. Déjà, avant de revenir au parcours de chacun, comment vous êtes connus tous les deux? Écoute, je peux répondre, vas-y. à cette question. Moi, c'est plus suite à des déménagements successifs. Et j'ai atterri à Plaisir dans le 78. Et j'ai rencontré Nico, qui habitait déjà là. Aussi simple que ça. Moi, je l'ai croisé sur son 103 SP. Aussi. Et j'étais un tout petit peu la génération d'au-dessus, quand même, en termes d'âge. Donc, tu avais un Peugeot SV. Donc, je le voyais un peu comme un petit jeune en 103 SP, qui était un peu foufou déjà à l'époque. Et qui avait ton frère, je connaissais ton frère, qui était un peu plus grand. Et puis, après, il y a eu le lien, et puis il y a eu tout de suite Non, mais la connexion, le même délire faite, de connexion musicale, la découverte du hip-hop, l'investissement dans les platines. On était chacun dans le même délire, au final. Comme le rappelait Musul, tu étais le DJ des New Generation MC. Est-ce que tu peux replacer un peu cette période? Les New, on s'est rencontrés en 88, de mémoire. Et en fait, j'ai atterri au Chat parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des sortes de répètes et de... Voilà, une sorte de mouvement comme ça c'était à Châtillon. Et donc, je m'y suis rendu plusieurs fois. Et c'est là que j'ai découvert tout ce microcosme des New Generation, avec Little MC qui étaient des danseurs, donc Sulibi, RL. Et il y avait Bilov, Timide et il y sans avait complexe. Salsa, il y avait Timide, il y avait Joël et Doudou. Et voilà, je me suis retrouvé dans ce microcosme incroyable pour l'époque. Et Roger Marlu, qui chapeautait un peu tout ça, faisait venir des gens. Et bon an, mal an, je suis devenu DJ des New. Alors, il faut replacer un peu, parce que c'était le mouvement authentique. Ouais. Et c'était un des premiers collectifs conséquents de rappeurs, qui a lancé beaucoup de carrières, et qui est arrivé à un moment charnière. C'était un peu déjà une 2e génération de rappeurs, et qui avait ramené des nouveaux styles, le teen style, tout ça, Ouais. ces choses-là, des nouvelles façons de rapper, tout ça, et qui était en train de moderniser le rap à ce moment-là, quoi. Et surtout, Roger contrôlait hyper bien la boîte à rythme. Donc c'était vraiment... il y avait et je pense qu'il avait même commencé avant ça. Et ils ont amené beaucoup à plein de groupes successifs, quoi, par la suite. Ok. Et toi, Les New Generation MC, pardon, je te coupe, pour lesquels tu as produit un titre sur la compile Rap Attitude. Ouais, avec Roger, toujours. Et le titre, il y avait Salia, Enfant du ghetto. Et c'était une période un peu charnière parce que, comme je disais, Roger se servait, alors avec JMG, etc., il se servait beaucoup de boîtes à rythme. Et c'est pile poil où on est passé au sampling. Et ça s'est ressenti dans l'album de Rap Attitude parce qu'on est arrivé dans les studios de Dirkam. Et en fait, c'était pas vraiment prêt. Et j'ai ramené du sample, mais les morceaux n'étaient pas faits pour ça. Et du coup, le résultat est pas comme il aurait pu l'être, quoi.
Et moi, je propose qu'on écoute le premier groupe de Crazy Bee, les Rhapsonic. Viens avec nous, rentre dans le mouvement et tu comprendras que c'est passionnant. Alors vas-y, mets la dose, pense à autre chose, vas-y, mets la dose. Prends pas la pause, vas-y, mets la dose. Quand je te cause, vas-y, mets la dose. Moi je te propose, vas-y, mets la dose. Pense à autre chose, vas-y, mets la dose. Prends pas la pause, vas-y, mets la dose. Quand je te cause. Donc c'était les Rhapsonic, Ouais, premier exactement. groupe, avec Big Red, Ouais, qui fera avec Rhapsonic Doc ensuite. Phil et Cool MC. Donc c'était mes partenaires B-Boy du 78, avec qui on a partagé beaucoup de choses, avant même de faire ça. Et, Et- paix à leur âme, parce que Cool MC et Phil, ils sont plus de ce monde, et voilà quoi. Grosse dédicace. Et en fait, c'est l'un des premiers disques de rap qui est sorti vraiment sur le marché. Alors c'est un peu une histoire, je vous la raconter, parce qu'en vrai, moi je suis un peu hors sujet sur cette histoire. Bon, moi c'était mon groupe, on travaillait ensemble, c'était pas sur la pochette. je ramenais des samples, on travaillait la musique, donc on était des jeunes qui s'investissaient et qui étaient actifs dans le hip-hop, et ils ont eu une occasion, par des amis qui étaient producteurs, d'avoir une maison de disques qui sorte le disque, ouais, un disque. Donc c'est parti un peu dans le mode maison de disques, c'était Tréma en plus, donc tu vois la maison de disques, comme d'habitude, ça veut dire c'est le mec qui a écrit comme d'habitude, tu vois, donc c'était un autre monde, il connaissait pas le rap. Et il y avait Al Scully, qu'on a retrouvé plus tard dans d'autres labels, qui était directeur artistique à l'époque. Et ils en ont fait un peu un produit où je pense que tout n'a pas été contrôlé par les membres du groupe, qui étaient déjà à l'arrivée des maisons de disques avec leur réalité, avec leur discours. Voilà, donc moi je me suis fait un peu éjecter. Je suis absolument pas dans le contrat. C'était peut-être trop blanc pour la pochette. Ouais, peut-être. Ouais, voilà. C'était un coup market, quoi. Non, Allez, je pense que bon, il y avait des producteurs et il fallait pas que ce soit moi qui soit dans la musique obligatoirement, donc voilà. Après, je t'avoue que j'étais un peu parce que je m'investissais énormément avec ce groupe, c'était des frères, on a fait plein de choses et que bon, j'ai dit bon, voilà, c'est bien pour eux, j'ai mis ça de côté et puis j'ai tourné avec eux quand même, j'ai fait quelques trucs. Mais est-ce On que- avait déjà fait avant de est-ce que fou. les périodes respectives de Rhapsonic pour toi et New Generation MC pour toi, Faster J, vous êtes déjà à faire des choses ensemble? Ouais, on se connaît déjà, on bien se connaît sûr. à Depuis, fond. depuis longtemps. On est liés. On va au Rex Club, on va dans les soirées de Daniel, Au Dynasty. concert de Public On Enemy. va à Montronix, on a la chance que Nico il passe qu'il ait son permis, donc ça nous aide à fond, ça nous évite de galérer. Et C'est toujours un blanc qui a des platines et une voiture. J'allais dire. Et un ballon de foot. non, mais Je après, me suis jamais voilà. plaint, hein, mais quand même. Et la réalité, c'est que tout ça, voilà, toutes ces soirées emblématiques, parce que c'était vraiment des soirées emblématiques de l'époque, on a réussi à les faire ensemble, ou parfois pas, mais en tout cas, voilà, on y était, quoi. Et puis on faisait surtout, on était activistes dans le 78 Ouais, carrément. aussi. On s'est connus comme ça parce qu'il y avait énormément de Ouais, il y soirées. a plein de soirées. Avant le hip-hop, il y avait le funk. Moi, avant tout ça, je dansais la funk. Enfin, je vais dire, avant le hip-hop, c'était la funk. Au final, on écoutait Cameo déjà à l'époque. On dansait à 13 ans dans une boîte de nuit qui nous ouvrait le dimanche après-midi. Voilà, c'était les rencontres. Donc Porter les slips en cuir de Caméo ou ça s'arrêtait quand même à la musique? ouais, on n'a jamais osé ça. Je sais pas pourquoi, une sorte de pudeur qu'ils n'avaient pas eux, mais voilà. Mais non, même pas. Ça restait bon enfant, mais c'était déjà les prémices. Et au final, tous ces gens sont passés pratiquement dans le hip-hop derrière. Donc il y a eu cette transition avec l'arrivée du hip-hop qui a été un truc, voilà. Il y a un truc qui vous lie tous les deux, Qui dans ce change cas dans nos l'histoire du vies, hip-hop, carrément. c'est les concours d'IMC que vous faites ensemble. Alors ça vient plus tard. Ouais, pas que, parce qu'en fait... Ah ouais, on en a fait un paquet avant tout ça. On a fait Mais plein bon. de soirées avant ça, et comme Nico il dit, c'était plus de la funk, tu vois. C'était Larry Blackmon, c'était des Kool and the Gang, c'était tous les trucs, tous les classiques. Mais comment on parle Là où on était de interdit DJ de- classique qui passe des disques en soirée à DJ super technique qui fait les compétitions et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été DJ de club. Je sais que j'ai cette image, c'est normal. Vu ma carrière, j'ai poussé le truc au maximum.
Mais qui peut prétendre que je ne sais pas faire une soirée, je suis juste technique. En vrai, tous les gens qui ont fait des soirées, moi, en boîte, ils voient que je suis un DJ de soirée. Je suis absolument pas juste un DJ technicien, comme il y en a certains. C'est-à-dire que moi, j'ai la culture du mix depuis le début. Moi, c'est le mix qui m'intéressait. Parce que vous avez été un moment charnière aussi dans le DJing. C'est-à-dire, avant un DJ, le symbole, on va le voir après, bon, de toute façon, les talons, c'était Dynasty. C'est-à-dire le DJ qui savait tout faire, qui mixait de la funk, qui mixait, qui était technique. On a cette culture par lui aussi. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Et bon, Dynasty, il a influencé plus ou moins tout le monde, hein, de toute façon, il a été Ouais, charnière. beaucoup. Et après, on est passé, justement, avec les concours d'IMC, tout ça, des mecs qui étaient purement dans le turntablisme. Mais nous, notre culture... Ça, c'est une époque un peu plus tard, quand même, Ouais, parce voilà, qu'au final, les DMC, au début, si tu regardes bien les grands événements d'IMC, c'était que des mecs liés au hip-hop. T'avais DJ Aladdin, tu vois. Enfin, t'avais des personnages, des vrais activistes du hip-hop qui étaient là. Après, il y a eu cette nouvelle génération, mais pour moi, c'est venu un peu après, que j'ai connu, j'ai aussi été dedans, qui sont effectivement des turntablists, qui n'ont aucune notion de mix ou de faire danser les gens. C'est limite comme ça. Donc on était un peu en décalage. Mais du coup, ils développaient leur art dans une façon technique pour dépasser les limites, comme des guitaristes ont pu le faire ou d'autres gens. Mais ça a éloigné effectivement de la base origine du DJ. Ouais, la vraie culture, c'est RLP sur Radio 7, c'est Sydney, c'est Daniel qui a contribué à l'essor du DJing, parce que le DJing, c'est pas que taper des scratchs sur des platines, c'est avant tout savoir mixer et savoir faire danser des Daniel, gens en soirée. c'est ces enchaînements qui m'ont rendu toujours fou, quoi. C'est ces enchaînements, sa technique, mais pour mixer et en club surtout, et qui rendait les gens dingues. Mais quand vous avez commencé à faire les concours, alors déjà, il y avait Dynasty qui, au bout d'un moment, était interdit de se présenter au DMC, parce que... Ouais. Et toujours, d'ailleurs, je crois que c'est Alors, cette année qu'il y a eu Jimmy J. après. C'était DMC tenu par des mecs un peu, tu vois, qui faisaient un peu la loi de ce qu'ils voulaient, donc personne n'est au camp de rien, mais effectivement, ils l'ont empêché de se représenter, parce que soi-disant, personne voulait... Personne ne pouvait le battre. concourir contre lui. Effectivement, Dynasty était très, très, très chaud à l'époque. À battre. Et donc, lui, il a dû être frustré parce que, quelque part, on lui a interdit, genre, t'es trop fort. Ça veut dire quoi? C'était pas justifié, en tout cas, qu'on lui interdise. Il aurait dû continuer, voilà. Mais bon. Mais à l'international, au niveau des DJ, c'est quand vous avez commencé à gagner les concours. C'est un peu l'époque après Turntabliss, arrivée de Qbert aussi, Miss Master Mike et tout ça, qui lance la battle. Bon, on reste dans le hip-hop, tout a été toujours battle au platine. Donc pour nous, c'était le next level d'aller faire nos shows au championnat du monde. Et s'investir pour ça, voilà. Et on se sentait chaud. C'était une époque où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de vidéos vues. C'était les prémices de quelque chose. Et après, Qbert est arrivé et là, ils ont amené le concept du band ensemble, tout ça, qui a encore amené d'autres réflexions et a développé le... Voilà, eux, ils avaient leur démarche personnelle. Mais nous, on était un peu entre deux, en vrai. Si tu te rappelles du show, entre la technique, le fait de faire jumper les gens par de la musique aussi. Et vous avez aussi les premiers aussi à intégrer un MC dans les shows. Ouais, alors ça, c'était un peu autorisé. C'était une première année où le DMC décidait que maintenant, on pouvait faire les groupes. Il y a eu tout et n'importe quoi. Ils ont arrêté. Donc à cette époque, comme on était avec Kamel et on était très actifs, Kamel a participé. On a fait le championnat à 3. On parle de Kamel d'Alliance Ethnique. Oui, Kamel d'Alliance Ethnique. Et pas Kamel le magicien. Non. Ni Kamel Wally le danseur. Exactement. Mais avant, je voudrais qu'on voit quelques portraits de DJ qui ont été super importants dans l'histoire du DJing, avant même Qbert. Cash Money. Ouais, bien sûr. Jazzy Jeff. Cash Money. Donc là, il y a un maxi qui était sorti de Cash Money. Cash Money qui est... C'est le Scratch to the Funk qui a été, je crois, le truc qui a servi d'école pour mais tout le monde. Mais lui quoi. prétend que c'est pas lui sur le Scratch to the Funk. Ah bon? Non, il prétend que c'est pas lui. En vrai, c'est très obscur, Scratch to the Funk. D'ailleurs, c'est Dynasty qui avait présenté ça comme ça lors d'une de ses émissions. Mais je crois qu'il y a un débat là-dessus. C'est lui qui subodore que c'est Cash Money, mais c'est pas noté clairement que c'est Cash Money. Ouais, il y a un truc... Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un maxi Trouble Funk et pendant 8 minutes, tu as du scratch, tu as du Transformer. Il retournait de la go-go musique, et c'était assez extraordinaire.
Alors, il y a c'était tout un assez débat extraordinaire. pour savoir qui a inventé le Transformer. Ouais. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre DJ de Philadelphie? Il y avait Jazzy Jeff. Jazzy Jeff, donc qui est aussi un DJ important. Bon, ça, c'est des débats. Moi, j'ai pas la vérité. On n'était pas avec eux Après, c'est dans le fameux coin. Mais en As tout cas, c'est We Go. tous des. Et je crois que d'après Dynasty, ça pourrait être même Cutmaster DC. Ouais. Bah ouais, parce que oui. Ouais, c'est possible. Oui. Il y a Cutmaster d'ici, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'était quelqu'un d'important. C'était combien de temps de travail, une petite exhibition de DMC? Parce que ça ne dure pas énormément de temps, mais il y a quand même une énorme répétition parce que tout est au millimètre. C'est combien de temps Bah de déjà, boulot? tu as les idées à avoir. Enfin, donc la construction, des fois, ça peut te prendre énormément de temps, ça dépend quand tu t'y mets. Après, on était dans une logique de travailler tout le temps, au final, pour évoluer. Donc on avait des plans, on pouvait ramener. Après, le fait de s'accorder à deux, c'était monter un show et faire les entraînements pour contrôler le show derrière. Donc oui, il y a beaucoup de temps de répétition, de cadrage pour être super OP au moment où il faut. Voilà. Donc il fallait que je le motive parce qu'il n'était pas toujours très sérieux. Je balance. Il n'y avait pas assez d'argent à la clé. Ouais. Il n'y avait même pas de Pas Il d'argent. n'y en avait pas, donc. Mais justement, comment vous passez de ce que vous faisiez avant, toi, Rhapsonic, à Alliance Ethnique? Comment se forme Alliance Ethnique? Alors, Alliance Ethnique, moi, c'est par ma rencontre. En vrai, Alliance Ethnique est déjà formée avant qu'on arrive, Faster J et moi. Donc, il y avait un groupe d'origine. Et moi, à cette époque, je faisais les championnats et j'étais en contact avec Guts. Donc, je venais chez lui faire des sessions de DJ à Boulogne, chez lui, là. Et donc, par les biais du championnat, il me parle de son groupe. Il me dit, viens voir, tout. On joue à Meaux, on fait un truc. Viens voir à Meaux. Donc, ça tombe bien, hein, tu vois, Meaux, parfait. Il y a Lilian, voilà, je peux voir des Lilian, c'est DJ Damage. matchs, ouais. Damage. Qui est un peu le parrain de Pawn, aussi, Ouais. qui vient de Meaux. Qui est qui avait une émission surtout de radio Ouais. à Meaux, de hip-hop, donc il n'y avait pas beaucoup d'émissions, comme tu sais, à l'époque. Bon, il y en avait quand même, c'était les radios libres, mais c'était... Donc on alimentait un peu pour les jeunes, et Paul Et il y fait avait partie celle de ces jeunes qui ont écouté cette Il y avait émission. celle de LBR sur Radio Star. Et LBR sur Radio Star, exactement. Qu'on a faite aussi à l'époque dans le centre commercial. Et voilà, donc tout ça, c'est des époques. Oui, donc c'était quoi la question de base? Guts. La formation d'Alliance Ethnique. Et donc Guts me parle de ce groupe, je vais voir Amo, donc, et je kiffe. Je suis là, j'ai dit, putain, c'est frais et tout, j'adore le délire, quoi, tu vois, je trouve ça frais, en vrai, un peu par rapport à ce que je pouvais écouter. Le rap commençait à arriver, il y avait Tribe, il y avait des choses qui commençaient à apparaître, qui étaient la Native Tongue, tu vois, avec un autre délire un peu. Les débuts de Kamel, vraiment, les premières scènes avec vous, où tout le monde avait été... faut replacer un peu, parce que les gens... C'était un peu leader New School. Quoi. Voilà. Mais déjà, on va écouter l'Alliance Ethnique que tout le monde connaît, et après, on va revenir sur ce qui a précédé un peu. D'accord. Je suis down avec le Mia, mais chez nous c'est la peta qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ qui nous ont fait et nous font danser Oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself, and the rest will flow. Grande époque. Alliance Ethnique, respect. Qui ne connaît pas ce morceau? C'est avec ça que vous êtes fait connaître, en tout C'est un cas. peu un truc générationnel qui est devenu, avec le temps, un peu générationnel, c'est vrai. Ouais, ça a été un peu un gold, ça veut dire qu'il passe encore dans des radios. Dans ce que je disais tout à l'heure, avant d'arriver à ce disque, qui est un gros succès commercial, Alliance Ethnique s'est fait connaître sur scène. Donc, je ne sais plus quelle première partie. Il y a Ayam, la partie vous avez d'Ayam en fait 92. On est Élysée parti, puis même, on est Ayam, parti il y en avait, tournée avec Ayam pendant 2 semaines. Ouais. T'étais peut-être pas là, toi. Je me Non, rappelle je plus. crois pas que t'étais. Et c'est vrai, ce qui a commencé avant même que Alliance Ethnique sorte un disque, à faire sa réputation et tout le buzz autour, c'était les prestations scéniques avec les DJ. Kamel, on ne comprenait pas ce qu'il racontait sur scène, mais il on allait trouvait ça très mortel, vite. parce qu'il rappait, il y avait tout un truc. Il allait disait vite, quoi. Il y Très avait leader of the phrase. new school. Ouais, Few Sneakers. Je me Un rappelle, peu. à l'époque, c'était... Donc c'était le fast style. Ouais. Donc ça l'a bien servi parce qu'on ne comprenait pas les paroles, donc on trouvait ça mortel. Mais après, C'est voilà. comme ça que tu te justifies d'avoir aimé au début. Non, Non, mais donc, franchement, sur scène, tout le monde s'est pris une tarte mais à ce moment-là. Ah bah sur scène, moi, on a cassé des bouches. Donc ça, ce qui est vrai que quand les gens ont reçu l'album après, derrière, je pense les Attendez à autre activistes, chose. Mais ça arrive plus tard. ils se sont dit, oh là, Tu les appelles les activistes, toi. ceux qui étaient là et présents et qui ont vu les choses, parce qu'Alliance Ethnique, il y a plein de gens qui pensent que ça démarre avec un tube. Et- Toi, mais t'es au courant. Qu'est-ce que ça non change quand on passe d'un groupe comme ça, donc avec des gens qui ont un vrai parcours dans le hip-hop comme vous,
un vrai historique, vraiment un groupe qui sur scène séduit les puristes, vraiment le microcosme hip-hop. Et d'un coup, on arrive à un grand succès commercial où ça rentre dans un autre cadre, c'est un autre monde, quoi. Bah, écoute, C'est un truc moi qui je t'échappe. sais pas, je pense que je suis pas le leader de la direction obligatoirement d'Alliance Ethnique à cette époque. Je pense qu'Amel était assez arrêté sur ce qu'il voulait faire, quand même. mais après, non, mais le ok. côté West Coast arrivé, il y avait, voilà. Par contre, la funk, c'est un truc qu'on assumait pratiquement tous, peut-être pas Guts, mais nous, c'est notre identité de base, donc tout nous paraissait logique et on le faisait pas en pensant que ça allait marcher comme ça. En tout cas, moi, j'étais... Bon, la réalité, c'est que quand l'Alliance, ça a démarré, on n'a rien Parce que tu dis pigé, que tu quoi. pensais pas que ça allait marcher comme ça. Non, Moi, je on me souviens donnait de la notre scène- identité à ce Je me qu'on souviens de voulait. la scène avec Ayam, justement, où le public, il a été retourné. Et Mm. vous aviez une attitude sur scène un peu... ah bon, ça fait ça alors. Non, Tu vois, mais c'était pas attention, genre, ouais, on est des conquérants, on saute en l'air. il faut remettre les époques, en fait. Ouais, Là, c'est gars, que- on s'énervait au platine, on faisait des défis, la on première s'investissait. Parce que moi, je revois Guts avec son synthé qui faisait... Ouais, mais ça, c'est Ouais, Guts. Il avait Genre, des voilà, galères. c'est sorti. Il avait un nom de Sony qui prenait le risque de jouer avec un sampler qui buguait une fois sur deux. Je t'avoue que c'était pas facile Oui, oui, pour oui. lui. Mais Et en c'est pas plus, la même- c'était quelque chose un peu de scéniquement un peu compliqué. Mais par contre, nous, on investissait. Je veux dire, on était dans le délire scratch, la compétition avec Kamel, on faisait monter les gens, donc on était très Puis scénique. c'est pas la même époque, en fait. Respect et les débuts d'Alliance sur scène Ouais. avec nous en DJ et compagnie, c'était d'autres samples, c'était une autre façon de voir le truc. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvés en studio, d'ailleurs, si tu écoutes le premier album, il y a au moins 4 titres où il n'y a pas Kamel dessus, parce que d'une certaine façon, je pense que lui, il n'était pas tout à fait prêt à pouvoir étaler 12, 13, 14 morceaux rappés. Et il y a 4 tracks où voilà, il y a une ambiance P-Funk, il y a une ambiance latine, il y a une ambiance machin. Et voilà, tout ça, c'est arrivé, entre guillemets, bon an, mal an. Et nous, on ne s'attendait pas à cette... tu peux pas t'attendre à ce qu'un mec qui était le boss d'Énergie à l'époque passe le titre bien avant qu'il sorte 6-7 fois par jour. Et du coup, moi, je sais que je bossais à la Fnac Bastille à ce moment-là. Pour que les gens comprennent bien, à l'époque, il n'y a pas Skyrock. Il y a... Mais, On passe Skyrock. non, mais Skyrock, je ne vais même pas te parler de Skyrock. Mais bon, il y a les maisons de disques aussi. C'était finalement... Et bon, voilà, ça a été pris par ce mec dont je me rappelle plus le nom, qui a managé un truc de rugby, là, je sais plus comment il s'appelle, le boss de Énergie à l'époque. Guadzi. Ouais, Godzini. Et voilà, et du coup, tu te retrouves un peu sur les chapeaux. Non, mais de roue c'était sans pas que vraiment Énergie. En vrai, comprendre, c'était c'était tout dès le qu'ils ont monde. entendu Ouais, ouais. le premier titre, c'est Après, comme si tout le monde voulait l'entendre. Radio Courtoisie, tout ça. Hein Radio Courtoisie, tout ça. Mais ouais, non, tu vois, on n'était pas. Skyrock n'était pas n'était pas une Donc du radio coup, pour oui, on Mais ça, on ce faisait une succès- chanson qui prenait le respect. On était dans nos références funk et dans notre bonne vibe, mais qui pouvait être en décalage avec effectivement ce qu'on avait vécu dans le côté rap. Mais moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Au final. rapport au changement, c'était justement. complètement assumé. Justement, que vous arriviez avec un truc un peu plus cool et tout ça. Quel est le poids de la maison de disques dans cette orientation musicale qui était un peu... Non, ils nous ont Absolument pas, ils nous ont pas. pas influencés. Alors, on ils avait- ont on a dit, fait je vais ce te qu'on dire. voulait, en fait. Tu veux que je te dise comment ça s'est passé? J'aimerais bien, ouais. Vous voulez quoi? Vous voulez quel producteur? Vous voulez que ça se passe Ouais, où? ouais, c'est ça. C'est sur le premier que vous bossez déjà À avec Bob New Power. York, on voudrait Ouais. le mec qui a fait Tribe, Bob Power, donc on a eu quand même accès à des choses. C'était l'âge d'or pour moi en termes de maison de disques qui développaient et mettaient de l'argent, mais ils faisaient ce qu'on voulait. En vrai. Ils n'étaient pas en train de nous imposer quoi que Puis ce soit. c'était Laurence Twitou qui quand Et même Laurence a Twitou est produit, quelqu'un du hip-hop qui a créé qui a produit le HIP HOP quand même. HIP HOP, donc c'était quelqu'un de... Justement, tu dis que vous avez eu Bob Power, il y avait quand même cette démarche des maisons de disques à l'époque, c'est-à-dire d'écouter un peu les gens qui faisaient cette musique et qui connaissaient pour que ça sonne comme là-bas. Ayam a eu quand même Nick Santano. Non. Oui, mais Non. c'est ce que je veux dire. C'est nous Mais qui avons justement, demandé. c'est nous, on a- T'avais certains mecs dans la maison de disques qui ont eu l'intelligence de comprendre D'écouter qu'ils les ne rappeurs, connaissaient rien voilà, ouais. et qu'il fallait mieux laisser les mecs faire. Nous, on voulait être aux États-Unis parce que par rapport au mix, au mastering, on a toujours considéré qu'en France, c'était un peu compliqué d'avoir un son. Effectivement, on voulait un son qui équivaut à un son West Coast ou voilà, Respect, c'était pas un son. Ouais, et encore que c'était pas notre brut influence hip-hop. à West Coast. Moi, je sais que mon influence Bah, de base, Respect, c'était mais New York, pas nous. Mais maintenant, on s'est mais c'est la retrouvé- funk, la On s'est référence de retrouvé base. avec un SE1 et que Bob Power, avec qui on a bossé en studio, on lui a dit bah ouais, ça serait cool de. Je me rappelle, c'était DJ Gilbert qui m'avait prêté son SE1 à l'époque. Moi, j'avais samplé vite fait Roberta Flack parce que ça part d'un titre de Roberta Flack.
Et du coup, en studio, je me rappelle très bien qu'il commençait à jouer un truc et que c'est la mélodie du refrain. Et Non, mais voilà, clairement, ça s'est la construit comme ça, mélodie West Coast dans Respect, elle a été pensée comme une mélodie West Coast. C'est-à-dire que lui a fait son travail de producteur pour en faire un tube Respect quand même. Ouais. Quoi qu'on en dise, nous, on n'avait pas le tube fini, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc c'est c'était... Là-dessus, on peut dire qu'il y a eu un travail pour en faire quelque chose d'abouti complètement et qui va plaire peut-être à une plus grande masse. Mais pour nous, c'était juste atteindre le truc parfait, enfin le truc qu'on voulait pour que ça soit au mieux au final. Ça remarque derrière Et avec c'est un Simple et producteur Funky. qui travaillait qu'avec la Native Tongue et qui avait donc mais la base, je dirais pas C'était que génial. hein, ouais. c'est pas Dre en fait la base de Respect. Tu vois, c'est pas l'influence Dre. Non. C'est l'influence. Non, moi, pardon, c'était Janet. Ouais. C'était ça en fait. C'est-à-dire que moi, C'est vrai, je m'étais- exactement. moi, je Il m'étais y en basé. avait plein au final de Je m'étais références. basé sur ce truc-là pour commencer à créer la rythmique dans la caille, qui était un sampleur un peu naze d'ailleurs pour l'époque. Le S1000. Ouais, c'était naze, c'était pas fait pour ça. Mais, Lansonic, mais bon. la réalité, c'est que ça a commencé. Je l'ai fait dans Lansonic et que la rythmique, c'est Gap Band. Tu vois, donc j'ai samplé Gap Band et Gap Band, vu que ça sonnait, vu que le beat il sonnait déjà chambé. Ben voilà, après le tout cumulé avec Bob Power, ça a fait que le morceau est. Aujourd'hui, tu l'écoutes, tu vois, on n'a pas du tout à se. Ah ouais, franchement, Voilà, le morceau, il a c'est là où pur, tu te dis, bon, ok, il a un pur son. d'accord, mais non, moi je réécoute Respect, je dis, ok, c'est sérieux, tu vois. On a Le fait succès que ce ça a qu'il eu, fallait faire. ça a pris des proportions après De fou. dingues. énorme. Comment vous l'avez vécu, ça, vous? Non, Bah, on a rigolé, nous, mais c'était bizarre parce qu'il y avait le phénomène Kamel, donc tout était sur Kamel, ce qui nous arrangeait beaucoup au final, parce qu'on Ah était ouais, plutôt. Nous, on ne voulait pas se taper cette merde, en vrai. Celui, il était. Ouais, c'est devenu un peu une star. On a vécu des trucs un peu à devoir partir de la Fnac en courant, monter dans une voiture avec les gens qui couraient derrière. Ouais, Des je trucs vois. genre improbables, tu vois. Genre, t'es là, j'ai Mais vécu nous- des nous, trucs, nous, on un s'en problème foutait. de fan, mais pas sur moi, on s'en sur foutait de tout Kamel. ça, nous. Même en concert, j'allais aider Kamel parce qu'il y a 20 meufs qui étaient montées et qui lui avaient sauté dessus, qui étaient en train de l'étrangler. Et en lui, plein il te concert. disait, mais fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Non, lui elles était me en veulent. galère et je faisais le service d'ordre, gars. Donc moi, il venait pas me voir. Mais lui, il déclenchait un sorte de phénomène qui était énorme. Et on en parlait tout à l'heure, la personnalité de Kamel a un peu vampirisé, peut-être pas Ouais. de manière consciente, Alliance Ethnique. Mais Je après. sais pas, pour moi, c'était le leader naturel aussi par le fait que c'était son image, c'était lui en avant. Donc moi, j'ai jamais senti ça. Par contre, la maison de disques a toujours tout fait pour qu'on soit présent, qu'on montre les valeurs du hip-hop. Et on faisait un peu cet ensemble, c'était Alliance Ethnique. Et effectivement, c'était pas juste un mec tout seul qui faisait son truc. Parce que, bon, il l'a fait après tout seul. Mais Alliance Ethnique, c'était un petit plus quand même. Mais Par ça nous a- la ça nous scène a et pas par l'histoire de influencé, en fait, chacun. pour revenir à ta question, ça ne nous a pas influencé, nous deux, ou même Guts. Ça ne nous est pas monté à la tête, en fait. Jamais, parce que nous, on venait d'où on venait et qu'on avait fait des soirées, du DJing. Et Mais du c'était coup, un truc de fou, C'est pas un truc, effectivement. c'est pas un truc qui nous a... Par contre, on a voyagé, on a rencontré des gens. New York, à cette époque, c'était une pure époque, etc., quoi. La fin d'Alliance Ethnique, vous l'avez vécu comment? C'était un truc inéductible? Oui. Ou c'était quand même bon? Non, inéductible. Oh, mais ça sentait le Ou c'était un pétard mouillé. soulagement presque? Ça sentait Un le pétard soulagement, mouillé, un peu. Je pense humainement, c'était un soulagement parce qu'on était arrivé à comme beaucoup d'histoires de groupes et voilà, pu pouvoir saquer sur des choses et puis être dans la même direction. On a voulu avoir l'honnêteté au deuxième album. C'est pour ça que ce deuxième est pas si fight comme Pack parce qu'au final, on n'était peut-être pas assez à fond tous ensemble. Or qu'il y a des moyens énormes, il y a des Il y a des rappeurs feats, de il y a fou, Bismarcky, quand même. il y a des morceaux de voilà, un fou, truc qu'on voulait passer il y a avec des Bismarcky. instrus incroyables, mais il manquait un petit truc, voilà. C'est que l'époque, elle était révolue. L'époque même du rap français, à cette époque-là, Je crois que c'est le groupe qui était elle révolu. était, l'époque même est passée à autre chose. C'était la clica, c'était plein de... Non, mais à Plein de- côté plein de ça, de on a trucs quand même qui- vendu 100 000 albums à l'époque du deuxième, qui n'est pas non plus une catastrophe ultime, mais par rapport aux ventes rapport de au l'autre, premier, oui. Il y avait plus le... il y avait- Mais nous, on a décidé d'arrêter. On aurait pu encore pousser, on aurait pu décider que ça se passe comme ça, mais on a préféré arrêter Ouais. pour des raisons artistiques. On s'est dit, là, Ça on l'aurait peut pas plus, fait. on n'est plus en accord du tout. Et ça, donc, C'est pas la maison de disques qui vous a lâché à ce moment-là de Ah dire, non, vous ah êtes non, c'est nous qui beaucoup avons trop loin de nos arrêté. espérances. Nous, on a dit, on arrête Alliance Ethnique. Ouais, c'était notre Non, démarche. puis même humainement... De plus vivre ça pour des mauvaises raisons, Pour ou être, des hyper raisons honnête, d'argent. pour être hyper honnête, humainement, ça se passait pas non plus super bien. Il y a eu, voilà, c'est que des conflits de groupe, quoi, les conflits à la con de groupe. Et nous, à un moment, on se sentait plus concernés par tout ça. Et
Et on s'est dit, vas-y, on arrête. Et d'ailleurs, c'est même Guts qui a arrêté le premier, au niveau des concerts et compagnie. Et voilà, après, on a chacun fait notre chemin, et ça nous a pas affecté outre mesure, on s'en foutait. Enfin, tu repars à zéro. Enfin, si, c'était mais quand bon, même voilà, un truc ça, énorme. mais- Et d'un coup, ça s'arrête. Donc, Oui, mais bon, voilà. Oui, c'est ça, parce que quand Alliance Ethnique s'arrête, malgré tout, Kamel reste identifiable. Ouais, Ouais. C'est pour ça qu'il fait une carrière solo, Ouais, enfin, ouais, une bien sûr. tentative de carrière solo. Oui, mais nous, Alors on a pas vous l'êtes un peu moins. Oui, mais nous, on n'a pas commencé avec Alliance Ethnique, tu vois. Nous, on a continué à faire des soirées à fond. Ouais, Oui, mais ce moi, que je veux dire, voyais c'est que pas si ça vous comme aviez ça, voulu hein. vous lancer, vous, sous votre nom, il aurait peut-être fallu préciser Crazy Bee d'Alliance Ethnique, Faster Jet d'Alliance Ethnique. Bah, Kamel, il n'y a pas besoin. En J'ai fait. été Rap Sonic avant, j'ai champion DMC aussi. énormément. Enfin, tu sais très bien que le premier album d'Alliance Ethnique, il a dépassé le hip-hop. Donc, il y a Ah ouais, beaucoup de ouais, gens. ouais, non, non, t'aurais c'est été même obligé- pas hip-hop. tu leur Enfin, aurais- je sais pas ce que tu ça veut leur dire. aurais parce dit, que- Tu leur aurais dit c'est Crazy Bee de Rap Sonic et tout ça. Je pense pas que ça Ouais. leur aurait parlé. Non, mais on n'a jamais joué avec Je sais ça. pas. Nous, on n'a jamais joué avec Crazy Bee d'Alliance Ethnique, Guts d'Alliance Ethnique, Faster Jet d'Alliance Ethnique. Voilà, une fois que c'était terminé, c'était terminé. Et puis, voilà, on a fait des choses. Moi, j'ai créé un label. Nico, il a fait plein de soirées. On a fait des breakbeats. On a continué ce qu'on savait faire, à savoir œuvrer dans le domaine de la musique et dans le domaine de notre passion, en fait. Justement, dans l'après-Alliance Ethnique, toi, assez vite, tu as l'aventure Double H. Ouais, déjà, je repars. D'un coup, l'économie s'arrête quand même, mais bon, ça va, parce que l'économie était géniale. Et je repars un peu en mode DJ. On va essayer un peu l'époque Cut Killer, LBR, club, tu vois, où tu joues club, où on ne veut pas de hip-hop. Donc, moi, j'ai connu un peu cette période où j'ai commencé à refaire des soirées à cette période. Et j'ai joué des petits labels aussi, en plus de choses, et je vidais des pistes entières, quoi. Donc j'étais là, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe pas dans mes habitudes et pas un truc que je conçois, tu vois. Du coup, je dis attends, on est DJ, on est censé faire dans ces gens-là, je mets un son qui, je comprends pas pourquoi ça vide. Et ouais, je comprends que les gens ils veulent absolument écouter des sons qu'ils connaissent et pas des sons qu'ils connaissent pas. Donc là, je me remets en question un peu là-dessus et puis voilà. Donc je pars en DJ, en mode un peu club, adapté. Avec les morceaux que les gens veulent entendre. Mais à ma façon. Du coup, toi, tu restes par contre un petit peu dans la prod, puisque tu fais avec Guts, vous produisez 3 titres sur Big Redemption de Big Red. Ouais, nous, on reste dans la prod. Moi, je reste dans les soirées à Paris. Je fais beaucoup de soirées à Paris à l'époque, dans ces soirées de brass ou dans plein de trucs, les premières parties. Je travaille un peu... c'est Laurence aussi qui me branche sur des trucs avec Kezia Jones, quelques trucs avec Rita Mitsuko. Donc voilà, je fais des soirées. Et avec Guts, on produit des titres dans le premier album de Big Red, qui est mortel d'ailleurs, qui s'appelle Big Redemption, et sur lequel il y a Rude Lion qui produit 70% du reste de Ah, c'est l'album, un super album. qui est vraiment un très bon album. Et voilà, on commence à faire ça ensemble, et puis ça marche plutôt bien. Donc nous, on est contents du taf, et après, on continue. Et Kiff Record, du coup, ça arrive quand à ce Kiff moment-là? Record, ça arrive en même temps, pratiquement en même temps. Ça arrive en 97-18. Premier maxi, je crois que c'est Tranquillou. Donc c'est deux gars, Guillaume Berroyer et Pépé Braddock. Et là, ça cartonne. Parce que les mecs Pépé Braddock a un talent certain. Et il est aussi dans le hip-hop et aussi dans ce qu'on appelle... l'house Chicago, Détroit, voilà, de ces années-là. Et du coup, je commence à sortir un premier maxi, deuxième maxi, jusqu'à machin. Et on produit les Zwinkels, le premier EP des Zwinkels avec Guts. Et moi Juste fait là. Et toi. Et juste fait là. Et donc ça, mortel, parce que voilà, ce petit côté Beastie Boys sous Rebier. Et voilà, après, ça devient ce que ça devient. Plein d'autres trucs que j'ai pu... Dont Jazz Liberators, qui a eu quand même Jazz- un bon succès. Quand Jazz même. Liberators, qui a toujours un succès qui a toujours un succès, parce que franchement, les albums sont sortis il y a 10-15 ans, 15 ans. Et ça continue en digital à fonctionner. Et là, on commence à produire le prochain album. On vient de faire On Boys and Men au niveau featuring. Donc, toi, Nicolas, tu as toute la partie Double H, toutes les popées Double H, Ouais. à une période. Et après, il y a Birdie Nam Nam. Ouais. Qu'est-ce qui motive de quelle idée ça part, Birdie Nam Nam? Alors, Birdie Nam Nam, c'est un peu une idée de... Bon, déjà, on était liés par les championnats et un peu cette nouvelle génération, Tom Tepi, justement, où on crée des crews sous
sous l'influence de Qbert, on va dire, et de tout ça, toute cette énergie breakbeat, scratch, voilà, donc on se lance là-dedans. Birdie Nam Nam, c'est des gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire des championnats au départ et qui ont vu qu'artistiquement, il se passait quelque chose et qu'on commençait... On avait un truc particulier par rapport au championnat et on trouvait que c'était restreint de s'arrêter à ça. Et le premier qui nous a dit, par exemple, de faire un album, maintenant faites quelque chose, c'est Faster J qui nous a dit de faire un album. Oh, ouais, je pense que c'était À partir de là, j'étais dans ma vie où il se passait plus grand-chose, où on s'est lancé là-dedans, c'est passé chez moi, j'étais célibataire à l'époque. Non, mais c'était hyper cohérent. Ils ont par vécu rapport à ce chez qu'ils faisaient, moi, en fait. on a fait une histoire d'album particulier. Les trucs dégueulasses, on veut pas les savoir. Il y en a plein en plus. Et... Non, mais il ne faut pas oublier que Birdie Nam Nam, c'était quand même. Moi, je trouve que dans la musique, c'est un truc important, c'est que c'est quand même le premier groupe de DJ à avoir fait un album de DJ. Et pour l'époque, c'était mortel cet album. Franchement, moi, j'en suis hyper fier de l'avoir produit et que Nico il l'ait fait parce que c'est une vraie. Vous avez pépite. bien entendu? Non, mais en plus, c'est vrai, c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite, cet album. On l'écoute encore aujourd'hui, c'est une vraie petite pépite, quoi. Justement, l'autre fois, quand on a fait notre émission en visio, tu nous disais que vous avez tourné beaucoup dans les festivals de techno, Aussi, ouais. vous êtes sorti du cadre du hip-hop, et tu as retrouvé une liberté que Birdie, c'était pas hip-hop, tu ne trouvais plus dans le hip-hop. En vrai, non, j'ai eu des ressentiments de vibe, tu vois, je vais te dire, plus par des trucs électro que par le rap à l'époque, qui pour moi stagnait un peu et allait pas dans le futur ou allait pas dans des... Moi, j'ai toujours aimé les nouveaux trucs, j'y peux rien, je reste pas dans le passé. J'adore le passé, je respecte tout ce qui s'est passé, au contraire, mais j'aime bien les nouveaux trucs. Et effectivement, c'était... Birdie Nam Nam, c'était une liberté à nouveau, et surtout, il n'y avait pas de maison de disques. Bon, il y avait lui, mais lui, il a senti le bon filon. Mais on l'a fait avec le cœur, et c'était un laboratoire chez moi, tu vois. C'était aucune logique de musique normale ou pour entrer dans le cadre particulier. Donc, on a fait un truc qui était un ovni. Cet ovni nous a amenés sur scène, et tout de suite, on a rempli les salles, on ne sait même pas pourquoi. Il n'y avait rien, pas de maison de disques derrière qui poussait, on n'avait aucune aide, donc on est vraiment parti de rien. Et on a vu que, il y avait Pone, il y avait moi, on était déjà connus, l'ensemble, il y avait des petites vidéos de DJ, donc tu pouvais vite voir. Mais c'est vrai qu'on a vite rempli, et à partir de là, c'est parti, et ça fait que grossir. Et puis surtout que c'était le talent de Lil Mike, Crazy B, Pone et DJ Need réunis. Mais après, dans l'énergie, on me disait souvent « Ouais, mais c'est pas hip-hop ce que tu fais. » Je lui dis « Gars, on est au platine, on fait de la musique. C'est pas hip-hop, ça. » Tu vois, moi, je suis à l'origine, en vrai. Après, on peut parler de musique. Parce que je pense que les gens pas du hip-hop défini comme du hip-hop. Il y a deux choses avec le hip-hop. C'est que tout le monde se revendique personne n'a une définition très claire. Ouais. Et de toute façon, est-ce qu'il y a besoin d'en avoir une, déjà, pour commencer? C'est clair. Et puis... Pas besoin. En vérité, c'est vrai que c'est devenu presque péjoratif, hip-hop. Ça veut dire que c'est un truc de vieux, quoi. Tu vois. Mais quand tu regardes ce qui était à l'origine, c'est-à-dire les mix de Bambaataa, il mélangeait plein de styles de musique complètement différents les uns des autres. C'est comme ça qu'il a fait mélanger Kraftwerk avec du James Brown, et que ça a donné, le hip-hop n'existe pas s'il n'y a pas ça. Électro-hip-hop et tout ce que tu veux. Et quelque part, vous, dans tout ce que vous avez fait, il y a toujours eu cet éclectisme. Pour moi, c'est lié. Moi, j'ai tout de suite vu les ponts entre les musiques. Donc on peut me parler de hip-hop radical, et dire non, mais moi je vais t'expliquer pourquoi j'aime ça. Et quel est le lien avec le hip-hop au final. La vraie définition pour moi du hip-hop, c'est que le hip-hop, c'est comme le blob. Ça absorbe tout et ça en fait du hip-hop. Exactement. Moi, c'est une attitude. Ça veut dire que si tu fais ta musique en étant dans un esprit hip-hop, ce sera du hip-hop quelque part. Parce que ton esprit est là. Et c'est pour ça que le hip-hop, des fois, old school, est chiant, quoi, parce que ça manque de l'essentiel. Le truc à l'intérieur. C'est pour ça que les jeunes, ils arrachent tout, ils sont là, ils sont chauds. Nous, on est un peu en se dire, c'est quoi les vraies origines? Gars, non, faites un beat boom bap qui défonce, mais futur, avec des intentions de plaire même à la nouvelle génération. Pourquoi pas, au final? Tu bosses plus du tout avec des rappeurs, par contre? Non. C'est compliqué, les rappeurs. Puis là, ils ont pas besoin de moi, déjà. T'as des producteurs à tire-larigot. L'autre fois, tu nous disais que c'est pour la première fois de ta vie, t'es pas en groupe. Ouais, presque. Non, j'étais un solo. Mike me connaît, je suis un peu un solitaire sans l'être, tu vois, mais C'est normal pour un DJ. Ouais,
Je sais pas. Je suis un peu, tu vois, j'ai un peu moins serré des pattes que la plupart des gens. J'ai toujours été un peu en retrait de plein de choses aussi. Tu parles de quel killer, là? Oui, enfin, je parle de ce qu'il faut faire en principe pour... voilà. Mais j'ai eu cette chance d'être moi-même, de rester. Puis je suis quelqu'un de poli, qui aime les gens. Voilà, les gens sont différents, ça me gêne pas. J'aime bien les personnages, donc je suis assez à l'aise avec toutes les ambiances humaines, on va dire. Et toi, Michael, tout à l'heure, tu nous parlais du nouvel album de Big Red que tu as produit. Ouais, que j'ai produit, pas au niveau des sons, mais au niveau production exécutive, on va dire. Et qui est mortel, qui est produit par Big Arang, c'est un jeune producteur qui s'appelle Aurel. Et voilà, Big Red, il reste fidèle à lui-même. C'est un mec vraiment intègre dans ce milieu depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis 25, 30 piges, je sais même plus. Et voilà, il continue sa route et sans rien lâcher. Quand tu parlais de l'influence plus ou moins West Coast de Alliance Ethnique, et en fait, Big Red, lui, il a réussi à mélanger tout ça, c'est-à-dire vraiment, le raga, il a une grosse influence West Coast, lui aussi. Il a même des contacts. Même dans l'esthétique, quoi, tu vois. Non, mais il a des contacts carrément avec les gars aussi. Il a fait des contacts qu'on n'a pas, nous, par exemple. Big Red, il est UK avant le UK, quoi. Lui, il a toujours été Tupac aussi. Enfin, tu vois. Voilà, tout ce qui est grime, drum, tous ces mouvements, c'est lui qui m'en a parlé en premier, quoi, en France. Lui, il est super futur. Comme moi, un peu, il aime bien. Il n'est pas... C'est bizarre, on est des anciens, et c'est pour ça qu'il est encore là, il fait des trucs, mais il aime les choses nouvelles. C'est un avant-gardiste. Parce que pour lui, il y a de l'énergie, et ça vient toujours des mêmes endroits, c'est les mêmes personnes qui font ça, au final. Et finalement, en fait, la boucle est bouclée, parce que tu as commencé avec Big Red et Rap Sonic, et aujourd'hui, c'est toi qui produis son dernier album. Ouais, après, on se connaissait tous de la même époque, mais en fait, que ça on soit est des moi, vieux potes, mais lui, il a soit toujours moi été dans son nom. Bon. Que ça soit moi qui produise ou lui, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu me dis moi je produis, c'est comme si lui produisait, c'est pareil, c'est juste un... Mais la réalité... non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes contrats, tout ça. Non, mais la réalité, c'est que voilà, le crew original, il est toujours là, et quand on... Voilà, ouais, on est des mecs du 78 qui avons découvert le hip-hop ensemble, et on s'est activistes, jamais arrêté, et on est encore... on est toujours voilà. là, et on s'est jamais arrêté, en fin de compte. C'est peut-être dramatique. Ouais. Et les prochaines années, vous voulez faire quoi? Ah bah là, j'attends le nouveau monde, là, qui a l'air sympa. Là, on nous prépare. Le monde d'après? Ouais, le monde d'après. Ouais. Donc je crois que non, franchement, comme je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut visionner quelque chose en ce moment. Moi, j'ai pas cette prétention, en tout cas. Mais par contre, je suis en pleine création. Je profite de ce moment pour créer. Je suis sur des projets. Voilà, je finis un premier projet et j'ai envie de faire plein de musique, au contraire. Et voilà. Après, monétiser, comment ça marche, on est un peu genre... Ça, c'est sa partie, ça. Bah non, je lui laisse plus. Non, moi je... je lui laisse plus, je vais gagner un peu d'argent. Après, non, mais là, il a raison, et moi je l'incite à faire. Non, mais on devient dans une autonomie obligatoire. Ouais, déjà, si toi, vu mon âge et ce que je fais, je suis assez conscient que voilà, je cherche pas une carrière en vrai, mais j'ai envie de... Déjà, par cœur, j'ai envie de faire de la musique avec mes influences, avec les trucs, tout simplement. Et sans entrer dans des formats particuliers, juste des trucs qui me conviennent, où je suis à l'aise. Bah, je propose qu'on écoute, qu'on regarde plutôt, un clip de Birdie Nam Nam. À fond. Juste avant de se quitter, puisque c'est bientôt la fin malheureusement. Déjà? Bah ouais. Non, parfait. La petite sortie du moment, l'IG Money, je ne sais pas si je le présente, je le prononce bien en tout cas. L'album s'appelle Et demain. Voilà, c'est une tendance du rap qui a toujours été un petit peu marginale, c'est le rap avec un groupe live, voilà, un petit peu toujours symbolisé par les roots. C'est un son très 90, un peu acid jazz, un peu soul funk. Voilà, c'est toujours un petit peu une tendance marginale parce qu'il faut connaître des gens qui savent jouer d'un instrument et qui savent en jouer en groupe. Mais voilà, rap quadra, hein, évidemment, années 90 à fond. Texte, on sent qu'il aime sa femme, qu'il aime ses enfants, voilà, c'est cool. La pochette, elle a un petit côté... c'est chiant, ça. Elle a un petit côté Zoxy, c'est à mon tour de briller. Il y a un très bon morceau qui existe, s'appelle... surtout. C'est vrai. Il y a un morceau qui s'appelle Petite fille qui fait écho direct à Petit frère, sauf qu'il parle à sa fille, on l'imagine. Et dans les sorties aussi, donc on rappelle l'album de Big Red.
Ouais, qui est sorti en plein confinement, donc on va remettre. Qui n'est pas ça. sorti, quoi. Ouais, qui est pas vraiment sorti. Qui s'appelle? Qui va ressortir. Smokaz et qui va ressortir exactement. Et ben voilà, juste avant de se quitter, quand même, on va passer le bonjour à tous les gens de l'ombre. Alain Freeworker, David, champion de France de Harissa, Steph Fresh News, Cher évidemment, Oui, bien sûr. Faster J, Crazy B. Merci. Et comme on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache, merci. Exactement. Ben, on se retrouve le mois prochain. Et on va se quitter avec un DJ majeur, c'est Jazzy Jeff, Mortel. avec son pote, là, le mec qui fait du cinéma. He's the DJ, I'm the rapper. Exactement. Voilà. Don't care with the beat. Don't care with the beat.